Le Niger, toujours le Niger, ce soir on en parle encore. La guerre est-elle évitable encore au Niger? C'est la question que nous allons tenter de commenter ou même de trancher ce soir. Pour la trancher, donc, nos invités, ils sont le premier, Abouakar Diallo. Il est président du regroupement des partis politiques non alignés. Monsieur Diallo, merci d'être avec nous. Merci Barou, je vous dis bonsoir et je salue tous les camarades qui sont là, les co-débatteurs qui sont là et tous nos auditeurs et auditrices. Deuxième invité, Chegna Keita, il est président du mouvement Génération et Peuple Solidaire Kayereye. Monsieur Keita, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, bonsoir Barou. Troisième invité, monsieur le maire Abdallah Yatara, il est du parti Yéléman et conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako, si vous voulez, au niveau du 4e arrondissement de Bamako. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Merci bien, monsieur Sylvie. Tout le plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Salut à mes collaborateurs et tous ceux qui nous regardent. Quatrième invité, Idrissa Keita, il est journaliste, consultant et promoteur de la page Idriss Tour, n'est-ce pas? C'est plutôt Idi Press Tour. Idi Press Tour. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Avant donc d'ouvrir les débats sur l'évolution de la situation au niveau du Niger, après donc la décision des autorités françaises d'inscrire le Mali sur la liste des pays avec lesquels la France a suspendu son visa, les autorités maliennes, en application du principe de la réciprocité, viennent à son tour d'interdire, à leur tour si vous voulez, d'interdire la délivrance de son visa aux ressortissants français. Monsieur Keita, votre commentaire? Pour moi, ce n'était pas une surprise. Cette situation qui a lieu maintenant, cette rupture qui a lieu maintenant, particulièrement au niveau des visas et autour de la compagnie Air France, ne date pas d'aujourd'hui. J'informe l'audience de Renouveau TV que depuis 2 à 3 semaines déjà, Air France faisait des actions peu correctes conformément aux normes de l'aviation civile internationale. Qu'en était-il? Particulièrement les passagers maliens. Pour 1 minute, 2 minutes de retard du jour au lendemain, se retrouvaient privés de vol et d'amende à ne pas en finir. À telle enseigne que certains médias proches de mon réseau en faisaient cas et disaient même que c'est quelque chose qui pourrait encore effriter le sentiment anti-français. Et je vous informe que pour un seul vol, près de plus de 50 à 60 passagers maliens ont été mis sur le quai pour ces choses-là. Donc déjà, il y avait une tension qui était là à l'interne. Et évidemment, cette question du Niger, où on sait que la France a des intérêts, nul n'est dupe. Le groupe Arriva, qui désormais s'appelle Renault, beaucoup le découvrent maintenant, est toujours sous licence française. Oui, mais qu'est-ce qui justifie l'inscription du Mali sur cette liste rouge de la France? Évidemment, c'est une question d'intérêt. Le Mali est sur une liste rouge parce que justement, la France comprend que les intérêts français y sont menacés. Au niveau du Niger, que le Bamako soutient, l'ambassade de France a quand même été saccagée. Et la ligne dure prise par Niamey est soutenue par Bamako. Donc évidemment, ils ont surpris quand même le pouvoir. Il n'y a pas eu de prière. Le Mali puni pour son soutien aux nouvelles autorités nigériennes. Entre guillemets, on peut dire ça, mais en réalité, ce n'est pas une punition. Comme je vous l'ai dit, tout est parti de Air France, qui faisait quelques abus. Donc le Mali s'est assumé. Et évidemment, de part et d'autre, il y a quand même des incidences désagréables. D'accord. Diallo, rien à dire, nous sommes dans désormais une guerre de visas entre la France et le Mali. Bon, Barou, je pense que c'est assez déplorable dans la mesure où le peuple français et le peuple malien n'ont aucun problème. Il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Je pense que les deux gouvernements doivent quand même mettre un peu de vin et un peu de l'eau dans leur vin parce que ce n'est pas au peuple de subir ces conséquences-là. Je pense que le gouvernement français et le gouvernement malien doivent se comprendre. S'ils ne se comprennent pas, en tout cas, ce qui concerne la population, les citoyens, vraiment, il faut épargner les populations et les citoyens parce que ça ne les regarde pas. C'est des histoires qui peuvent arriver entre les États. Et il peut y avoir des moments d'incompréhension ou même
parfois même de conflits. Mais cela doit se limiter à un niveau. Mais toucher l'ensemble de la situation des populations ou des citoyens, faire subir des citoyens innocents qui n'ont rien fait de mal, je pense que c'est assez délicat ou regrettable. Monsieur Yattara, la guerre de visa est donc lancée entre le Mali et la France après la guerre diplomatique. Oui, je crois qu'après le renvoi de l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, le Mali renvoie l'ambassadeur de France aussi. Après aussi, ça va crescendo un peu. Les officiels sont privés de visa. Et je crois qu'en dernier ressort aussi, c'est aussi la cessation des activités des ONG bénéficiant des financements français. Et je crois que le dernier point, je crois que c'est un peu le sommet. Je crois qu'aujourd'hui, les ressortissants des deux côtés ne peuvent plus bénéficier des visas. Je crois que c'est une crise qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un peu l'aboutissement depuis le renvoi des deux ambassadeurs des deux côtés. Et je crois que c'est la population les ressortissants qui vont subir un peu la foudre. C'est le principe de réciprocité. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec le Mali par rapport à ça. Mais on doit aussi penser aux intérêts aussi de nos ressortissants qui sont là-bas. Essayer de voir. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le Mali? Bon, sur le principe de la réciprocité, je suis parfaitement d'accord avec le Mali. Quand la France décide de ne pas donner des visas aux ressortissants maliens, je crois que le Mali aussi décide aussi de ne pas donner des visas aux ressortissants français qui doivent venir au Mali. Je crois que le principe de réciprocité, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de ressortissants en France que c'est peut-être le pays qui a accueilli plus de ressortissants maliens que de tous les pays du monde. Je crois que ce côté-là, on doit essayer de réfléchir par rapport à ça et pour ne pas trop punir nos ressortissants. Monsieur Keïta, quel commentaire faites-vous de cette nouvelle situation délétère entre le Mali et la France? Bonsoir Barou, je salue mes co-débatteurs, je salue l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau TV, d'ici et d'ailleurs. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est la suite logique de cette lutte pour vraiment la souveraineté nationale et africaine qui a été entamée depuis un long moment. Donc la France, de jour en jour, glisse sur le terrain de l'humiliation. Sinon que c'est une décision, ce n'est pas une nouvelle décision parce que, excepté Bamako, l'ensemble du territoire malien était déjà classé en zone rouge. C'est Bamako qui était dans la zone orange. Donc avec le développement des événements au Niger, certainement, et puis tous les plans machiavéliques qui sont en train de préparer aujourd'hui contre le Niger, certainement, c'est en prévention peut-être pour eux, pour vouloir empêcher ou bien dire à leurs ressortissants, pas flagramment de quitter le Mali ou de ne pas venir, mais ça augure vraiment des situations vraiment catastrophiques qui sont en train de préparer et qui, s'il plaît à Dieu, ne va pas arriver. Et le Mali aussi a bien fait, a bien réagi, parce que suspendre le visa, pas suspendre le visa, quel est le nombre de Maliens aujourd'hui qui bénéficient de ces visas annuellement et pour la France. Donc c'est pratiquement insignifiant, c'est pratiquement une décision sans nul et non avenu pour l'ensemble, pour la majorité du peuple malien. Et aussi je dirais que peut-être c'est pour un peu décourager, pas décourager, mais sanctionner les opérateurs économiques, les hommes d'affaires et les élites qui soutiennent aujourd'hui cette transition-là. Parce que qui va en France, soit c'est pour aller travailler pour les immigrants, ou c'est pour aller faire des affaires et revenir. La majeure partie de la population malienne en a cure. Donc, je disais vraiment que cette lutte qui a été commencée, moi je félicite vraiment le gouvernement du Mali à travers le ministère des Affaires étrangères pour avoir immédiatement réagi, parce qu'il y a des principes qui gouvernent aussi la coopération internationale. Donc je pense que quand on entend le ministre des Affaires étrangères du Mali, j'ai l'impression que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont appris cette décision. Voilà, ils le disent. Voilà, normalement, il y a des règles qui régissent la coopération. Il y a des voies par lesquelles de telles décisions doivent passer avant d'être vues sur les réseaux. Donc c'est bien fait, et eux pour eux, dent pour dent. C'est dans ça maintenant que le Mali, la loi des talions, bien sûr. Selon donc plusieurs sources concordantes, les FAMA, les forces armées maliennes, auraient fait leur entrée dans la ville de Ber, région de Tombouctou, cela après plusieurs années d'absence. C'est ça? Vous confirmez l'information? Oui, je confirme. Les échos qui me reviennent, c'est que les FAMA
sont en train de prendre du terrain. Vous savez, on le disait d'abord, l'armée montait en puissance. La peur a changé de camp. Une opération qui aurait été lancée ce vendredi. Évidemment, c'est jeudi si vous voulez. C'est la suite logique et naturelle du départ de la MINUSMA. Si la MINUSMA part, et puis les programmes sont connus, les camps sont en train d'être cédés, ce n'est pas pour que ces camps soient inhabités, c'est pour que les femmes intègrent ces endroits. Mais je ne vous le cache pas, pendant la période même du référendum, c'est-à-dire au mois de juin, déjà les mouvements du Nord, les groupes rebelles, faisaient savoir à la communauté internationale et aux Nations Unies qu'ils voyaient venir des hostilités. Donc, je ne vous cache pas que les récents coups de feu qu'il y a eu ça et là ne m'ont pas du tout surpris. Et je vous informe même au niveau de Tessalit, c'est-à-dire donc à Kidal, non seulement l'armée est en train de se positionner, mais les instructeurs russes, que d'aucuns aussi appellent Wagner, ils sont en train de s'y déployer. Quelques mois plus tôt, c'était des éclaireurs qui étaient présents, qui avaient disparu. Et maintenant, ce sont des éléments qui sont vraiment en train de s'installer. Donc, ce qui se dessine actuellement, c'est acquis. La MINUSMA s'en va. Le vide est là. L'armée doit reprendre les camps. Sauf que la SEMA y est. Évidemment. On assiste finalement à un affrontement ou une cohabitation. Ce n'est pas une cohabitation. Il y aura des affrontements. Parce que n'oubliez pas aussi que ça fait quand même, tout d'abord, la SEMA a dit qu'elle ne votera pas non. Même si son ministre désigné d'alors, Maître Aruna Touré, a essayé de faire croire à travers un communiqué qu'on allait voter le oui, le résultat est cinglant. Le taux de Kidal est très insignifiant et l'essentiel de cette zone n'a pas du tout voté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de la Réconciliation nationale est parti négocier. Ça a été un fiasco. Précédemment, celui de le patron de la sécurité d'État s'y est rendu. Peut-être qu'il a pu avoir quand même avec la libération de prisonniers, mais à part ça, les autres questions qui pourraient les amener autour de la table de négociation ou dans la République n'ont pas abouti. Donc c'est pour dire qu'il y a une divergence de vues qui, évidemment, au moindre couac ou au moindre geste, il se regarde en chien de faïence et donc ce genre de situation pourrait arriver et arrivera. Monsieur Diallo, quel commentaire faites-vous de cette entrée des FAMA dans la zone de Ber, une zone contrôlée par la SEMA? En fait, le commentaire, c'est d'abord le sentiment de fierté, parce que quand on entend que notre armée est arrivée à Ber, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, qui ne croyaient pas. Donc aujourd'hui, si l'armée est à Ber, c'est vraiment un ouf de soulagement. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, que cela soit du goût de la SEMA ou non, en tout cas, comme l'a dit notre camarade, ils vont se regarder anciens défaillances. L'armée annonce déjà la perte de 6 soldats maliens. Oui, il paraît que c'était une embuscade qui a été menée, et je pense que l'armée a perdu, mais l'armée aussi en a eu. C'est-à-dire l'armée aussi a tiré quelques éléments de ces groupes-là. Donc je pense qu'on est en guerre, donc chaque partie est obligée, disons, chaque partie risque de perdre quelque chose. Mais l'essentiel, c'est que notre armée soit là où nous avons besoin d'eux. D'accord. Abdallah, on a l'impression qu'on n'assiste pas à une entrée à Ber en bon ordre, quand on sait qu'on a perdu au moins 6 femmes. Oui, Ber fait partie des 14 emprises que la MINUSMA doit céder à l'armée malienne. Oui. Et je crois que Ber n'est que la porte d'entrée par rapport au secteur Est et au secteur Ouest. Et je crois que c'est de bonne guerre que l'armée malienne puisse se positionner dès la libération de cette première emprise-là pour pouvoir avoir l'ascendant sur la SEMA, parce que la SEMA aussi convoite aussi certaines emprises comme Kidal, comme Tessalit et autres. Mais je crois que cette première guerre gagnée va donner du moral à la troupe malienne. Vous parlez d'une première guerre? Oui, c'est une première guerre. Forcément, il y aura une guerre au nord. Forcément, il ne faut même pas hésiter par rapport à ça. La SEMA entend aussi occuper ces emprises-là que la MINUSMA va libérer. Et je crois que l'armée malienne est décidée à recouvrir l'intégralité de son territoire. Et je crois que forcément, il y aura guerre, il y aura confrontation entre ces deux, entre la SEMA et les forces armées maliennes. Et je crois que c'est de bonne guerre qu'on puisse gagner cette première bataille-là. C'est vrai, une bataille n'est pas une guerre gagnée, mais je crois qu'au bout, au 31 décembre, on aura recouvert l'intégralité de notre territoire, Inch'Allah. Keita,
Oui, mais moi, je rejoins mes camarades. Ber fait partie du territoire malien de 1 240 000 km². Et l'armée assure son rôle régalien, celui de la défense du territoire, l'ensemble du territoire malien. Et les forces d'interposition, moi je le dirais, qui étaient là, qui nous empêchaient peut-être d'aller vers la paix, une fois qu'ils sont partis, c'est obligatoirement maintenant à l'armée malienne d'assurer la sécurité des Maliens qui sont à Ber et sur n'importe quelle partie du territoire malien. Donc pour moi, à ce que je sache, il n'y a aucun problème parce qu'ils sont en train de parler de la CEMA. La CEMA fait partie du gouvernement de la transition. Donc même si... Bon, ça, il n'y a pas d'équivoque, quoi. C'est une armée qui est là, qui doit protéger ces populations, qui avance pas à pas. C'est des accords que nous avons signés avec la MINUSMA. Et maintenant, les emprises qu'ils libèrent, c'est normal que l'armée malienne... Mais qui d'autre peut aller occuper ces emprises-là si ce n'est pas l'armée malienne? La sécurité des populations qui sont là-bas incombe à qui? C'est à l'armée malienne que la sécurité de ces zones-là incombe. Donc c'est tout à fait normal. La MINUSMA qui jouait ce rôle, si la MINUSMA se retire, que l'armée malienne entre. Maintenant, s'il y a eu des morts, il y a des groupes de bandits, hein, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue qui sont dans cette zone, qui avaient pignon sur eux, qui faisaient régner leur loi. Et maintenant, je pense que normalement, la CEMA doit s'inscrire dans une logique aujourd'hui vraiment de paix et de développement de l'ensemble du territoire malien. D'accord. Je voulais rebondir. Vous savez, le nom même CMA, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie le A? Le A signifie Azawad. On sait que le Mali, ce n'est pas les assises qui ont manqué. On a les ANR, nous sommes à l'ère des ANR. Avant, on avait le DNI. Et avant ça, il y a eu des concertations au palais de la culture, là-bas, dans la Bougou, où à l'ordre du jour, la terminologie Azawad devait disparaître. Et là, je vous parle de 2017, si je ne me trompe pas. C'était même l'année du sommet Afrique-France. Au bout du compte, 6 ans, 7 ans plus tard, le terme Azawad, il existe. Les mouvements du Nord, ils font des communiqués avec la terminologie Azawad où ils parlent de eux, leur territoire. Pire, on continue de célébrer des indépendances, où on brûle le drapeau du Mali, où on piétine les symboles au vu et au su de tout le monde. D'accord. Il y a d'abord ce problème. La deuxième chose, cette rentrée de l'armée aurait pu être faite autrement. J'utilise le terme de l'honorable imperturbable Kaoudim, mort de sa belle mort. Qu'est-ce qui est mort de sa belle mort? L'armée reconstituée. Si on parlait le même langage, si on se comprenait, je ne pense pas que les FAMA allaient venir de la sorte. L'armée reconstituée était censée être déployée à travers tout le Nord. Mais pour des questions de grade, quelqu'un qui a pris une arme, qui s'est imposée pendant des années, qui voudrait maintenant intégrer l'armée avec un certain galop. La question des grades a été un gros achoppement. Je me limite à ça, sinon il y a plein d'autres points qui ont fait que finalement, je finis rapidement, on n'a pas pu aboutir à cela. Et au bout du compte, cette histoire d'armée reconstituée n'a jamais vu le jour, c'est arrêté depuis plus d'une année. Donc c'est clair que au bout du compte, ce sont les femmes complets qui vont venir. Oui, moi je pense qu'il faut que le problème de la CEMA, il faut qu'on soit assez clair maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement prenne vraiment sa responsabilité. Ils sont au niveau de notre gouvernement. Ils ont des ministres. Ils sont au niveau du CNT. C'est leur gouvernement aussi. Non, quand vous dites notre gouvernement. Non, c'est-à-dire, oui, si le mot CEMA, Azawad disparaît, ils sont des Maliens comme nous. Mais s'ils considèrent qu'ils ont un drapeau, ils considèrent qu'ils ont un précaré, ils considèrent qu'ils ont des citoyens, des Azawad. En ce moment-là, nous, on est obligé de dire en ce moment, nous, ils sont dans notre gouvernement, ils ont des ministres chez nous, ils ont des conseillers au niveau du CNT, ils ont des postes un peu partout. Alors, il faut que ça cesse. D'accord, il faut que ça cesse. La CEMA en réalité ne s'est jamais inscrite dans le processus de paix, dans un processus de paix. Il faut le dire dès le départ. En réalité, le Mali a fait beaucoup de concessions par rapport à la paix, mais en réalité, la CEMA ne s'est jamais inscrite dans ce processus de paix. Et moi, je ne donne aucune valeur juridique à l'appellation Azawad. Je le mets au même titre que le Bélédougou, le Wassolo et autres. Je n'apporte aucune valeur juridique à ça. Nous sommes en voie pour recouvrir l'intégrité de notre territoire. L'armée, les femmes y seront, Inch'Allah, le 31 décembre. Après l'activation de la force en attente de la CEDEAO à la faveur du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État
de la CEDEAO. Nombreux sont désormais les observateurs à se demander si la guerre était encore évitable au Niger, surtout que le CNSP reste campé sur sa position. Monsieur Keita, la guerre est encore évitable au Niger? Barou, est-ce qu'il y aura guerre? Les prédictions de nos ancêtres et des pères fondateurs est en train de se relever. La France se demandait quand est-ce que... La force en attente a été... La CEDEAO a été activée. Oui, cette force en attente, elle est là depuis 2004, après la suppression de l'ECOMOG. Donc, c'est l'héritière. Voilà, l'héritière de l'ECOMOG. Donc, je dirais que cette force en attente-là, c'est l'ensemble des 16 pays de la CEDEAO, y compris le Mali. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Il y a 15 pays, je dirais. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Seulement, les dirigeants de la CEDEAO doivent comprendre aujourd'hui que la route de l'histoire, personne ne peut l'arrêter. Nous sommes dans un mouvement, ce n'est pas du chauvinisme ni du suivisme, mais cette histoire aujourd'hui de la guerre, comment on appelle, ce coup d'État au Niger est la suite logique de ce qui est arrivé au Mali, au Burkina et en Guinée. Nous sommes en train de revendiquer nos droits sur nos terres. Et cela, ça ne va pas être du tout facile. La France est là depuis 1880. C'est pour uniquement gérer leurs propres intérêts. Donc, ils ne vont pas vouloir laisser cette terre-là comme ça. Et c'est dans cette zone-là aujourd'hui qu'il y a eu les plus graves, que les Français ont eu les plus grandes difficultés lors de la pénétration. Et si l'histoire se répète, toujours ceux qui sont aujourd'hui prêts à faire la guerre au Niger, c'est ces mêmes personnes-là qui ont accompagné facilement, docilement les colons français à attaquer les autres pays africains. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Seulement ce que moi je voulais dire, cette guerre-là, c'est une guerre, pas une guerre de la CEDEAO, mais une guerre des Occidentaux, des Américains pour éviter l'humiliation aujourd'hui que la nouvelle génération africaine... Elle aura-t-elle lieu? Non, cette guerre, je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr si c'est une guerre proprement africaine. Je ne suis pas sûr. Mais les Occidentaux, aujourd'hui, ils n'en ont cure de la vie de Bazoum ni la vie de ses compagnons qui sont détenus encore par la junte. Donc, faire une guerre pour replacer un président à son poste et sachant bien que les putschistes savent si vraiment cette guerre-là réussi, quel sera leur sort? Est-ce qu'ils vont laisser Bazoum et ses compagnons? On va vous retourner là-bas. Monsieur Keita, après l'insuccès de l'option diplomatique, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé finalement d'activer cette force en attente de la CEDEAO. La guerre est encore évitable malgré l'activation de Vous savez, on fait, si vous voulez, le système de la carotte et du bâton. Même si c'est un langage que les militaires ne connaissent pas. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, le colonel Abdoulaye Maïga l'a dit. Leur ultimatum, leur mise en garde concerne les terroristes. Depuis 10 ans, la zone est sous péril terroriste et djihadiste. La CEDEAO n'a jamais fait de sommet extraordinaire, n'a jamais été auprès des pays pour ces questions-là. Et il faut savoir que la CEDEAO est quand même mise en désaveu. Hein, parce que qu'est-ce qui se passe? L'Algérie, la Mauritanie, le Sénat même du Nigeria, il y a quelques entités ou quelques acteurs qui ont dit que vraiment ils ne sont pas pour un bras de fer militaire. Ils sont pour une médiation, une diplomatie. C'est vrai que le Nigeria a fortement haussé le ton, mais le Nigeria est obligé de mettre un peu de l'eau dans son Nyamakoudi pour qu'il puisse parler le même langage. Ensuite, il faut savoir que les militaires, ils sont prêts à tout. Et la Guinée avait averti. La Guinée a dit que si on essaie d'aller dans ce sens, il y aura la dislocation. Nous sommes dans une dislocation de fait. Les pays qui ont dit qu'ils sont prêts à engager une guerre armée, ils sont connus. On a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal par exemple. Des pays auxquels non seulement le Mali a mis en garde, toute attaque contre la Guinée serait une guerre à leur endroit. Donc il y aura des ripostes. Mais aussi, est-ce que le Mali est plus fort que tous ces pays mis ensemble, par exemple? Non, mais il y a un souci. Le Mali est encore open au dialogue, a encore une certaine considération parce qu'ils sont dans la CEDEAO. S'ils se retirent, là seulement ils seront des non-alliés. Comme camarades, ils seront des non-alliés. Mais nous sommes déjà dans un retrait de facto, finalement. Oui, mais le retrait, le Mali est suspendu de l'instance. Oui, bien que suspendu. Nous savons que le Mali ne va pas, ni le Mali, ni le Burkina,
ne va pas contribuer pour l'animation de cette force en attente. Justement, ils ne vont pas contribuer, mais d'ores et déjà, ils ont pris des positions et le dialogue est en train de prévaloir. Mais on constate une chose, il faut que j'insiste sur ça, c'est que Niamey continue de faire sa route. Il y a un premier ministre qui est là, Souleymane Ali Zeyn, un cadre du monde financier qui servait à la BAD précédemment au Tchad, bien avant Côte d'Ivoire et Gabon, qui est maintenant là, et même qui a déjà son gouvernement, le cabinet ministériel est mis en place. Maintenant, quelle sera leur marge de manœuvre? On sait qu'en début de transition, ce n'est pas évident, mais la junte déjà a défini son organe exécutif, et c'est clair qu'on ne tardera pas à avoir un organe législatif. D'accord. M. Diallo, Niamey semble faire la sourde oreille à cette menace de la force en attente de la CEDEAO. Bon, en fait, Niamey Niamey est obligé d'agir ainsi. Mais Barou, je pense que cette situation est une situation délicate, difficile, multiforme et multidimensionnelle. Je pense que c'est assez difficile d'en faire un jugement aujourd'hui. Hier, aujourd'hui même, les chefs d'état-major devaient se réunir à Accra. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pour des raisons techniques. Qu'est-ce qui veut dire raison technique? Personne ne peut dire ce qui veut dire raison technique. C'est eux seuls qui savent ce que c'est. Mais on sait que certains responsables nigériens, certains responsables religieux sont allés au Nigeria. Oui. Donc je pense que la négociation continue. Et je pense que la CEDEAO a privilégié d'abord la négociation plutôt que la guerre. Et si cela n'aboutissait pas, cette négociation-là, comment faire la guerre? Vous avez dit force d'attente. En attente. Oui. Cette force-là, elle est où? Elle est au Nigeria. Elle va se retrouver où? Elle est au Nigeria, elle est en Côte d'Ivoire. Elle va se retrouver où? Où est-ce qu'elle va se retrouver pour aller faire la guerre? Les Sénégalais, comment ils vont venir au Niger? Ils vont dépasser le Mali pour aller au Niger. Ils n'ont pas de frontière avec le Niger. Ils ont leur plan, M. Diallo. Ils ont leur plan, mais nous aussi, on a notre tête à réfléchir. Donc, je pense que c'est vraiment des menaces, c'est des principes, je pense, qui est établi dans l'organisation. Je pense qu'il faut comprendre cela. Sinon, ce n'est pas facile pour les Ivoiriens. Peut-être pour les Ivoiriens, et puis ils peuvent attaquer directement. Pour les Nigériens. Pour le sort de Bazoum, par exemple. Le sort de Bazoum, bon, personne ne peut être indifférent quand il s'agit de la vie d'un individu. Justement, la CEDEAO... La CEDEAO sait très bien qu'elle ne va pas faire la guerre. Tout le monde sait qu'ils ne vont pas faire la guerre. Le Niger n'est pas comme la Gambie ou la Sierra Leone. Parce qu'il y a trop d'embûches et des obstacles qui peuvent les empêcher de faire la guerre. Monsieur Yattara, en écoutant Diallo, on a l'impression que la guerre n'aura pas finalement lieu. L'intervention militaire de la CEDEAO n'aura pas lieu. Je crois qu'avant de me prononcer par rapport à ça, moi je crois que je vais d'abord, en ma qualité de citoyen lambda malien, je suis pour ce coup d'État-là. Parce que tout simplement, Bazoum, depuis ministre des Affaires étrangères jusqu'à président de la République du Niger, n'a fait qu'insulter et dénigrer nos autorités maliennes et nos forces armées de sécurité. En ma qualité de citoyen lambda malien, oui, je suis pour ce coup d'État. Mais en ma qualité d'homme politique et viscéralement attaché à ma loi fondamentale qui dit dans son article 188 que tout coup d'État est un crime imprescriptible, je suis vraiment contre ce coup d'État-là. Donc, ça balance. Maintenant, sans mandat des Nations Unies, il n'y aura jamais de guerre au Niger. Il faut être sûr. Et ça à travers le Conseil des pays de sécurité de l'Union africaine. En réalité, la CEDEAO cesse à légitimer cette guerre-là. La CEDEAO gagne du temps pour d'abord convaincre le Conseil des pays de sécurité de l'Union africaine qui à son tour doit saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je crois que c'est le chemin à faire. Peut-être que ces autorités nigériennes peuvent céder peut-être par les crises économiques financières, peut-être à la lumière de ces crises économiques et financières, peut-être que la population pourra peut-être à un moment donné se soulever contre cette junte-là, à ce seul prix-là. Sinon, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de guerre sur le territoire nigérien. Allez-y. Évidemment, je veux dire une chose, c'est que cette fois-ci, ce sommet extraordinaire, j'ai noté la présence du président de l'Afrique australe, comme par exemple celui du Burundi. Ça voudrait dire que la CEDEAO est en train d'élargir maintenant ses sessions.
Oui, mais ce pays quand même a la charge du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Oui, mais en fait, au-delà de ce pays, il y a quand même pas mal de nations qui ont quand même pris part, qui ont été... Comme la Mauritanie qui est voilà. extra-CEDEAO. Justement, c'est pour pouvoir en fait mobiliser. Oui. Pour parler un peu comme des politiciens, ils veulent mobiliser pour que vraiment il y ait une convergence de vues au niveau de l'Union africaine qui de plus en plus devient bavarde, de plus en plus le dit toujours, elle est de facto, elle engage, elle endosse les décisions de la CEDEAO pour pouvoir activer. Mais sachez une chose, Oui. malgré les obstacles, quoi qu'on dise, la CEDEAO peut quand même activer une guerre. Hein. Ce n'est pas parce que, c'est vrai, il faut passer ici, on ne peut pas passer par ce pays. Parce que, quoi qu'on dise historiquement, la CEDEAO a quand même eu à le faire. Les contextes ne sont pas les mêmes. Exactement. Mais la CEDEAO a eu à le faire, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Et puis aussi, on le sait, quand ils disent tel ultimatum, après l'ultimatum, ça peut intervenir à tout moment. Comme ils le disent, l'option est sur la table. La CEDEAO peut bien lancer une guerre, mais c'est clair que le lancer, et vu les hostilités, et vu la dislocation de fait qui prend forme, il y aura mort d'homme. Et c'est clair que la vie même de la personne pour qui on est en train d'entamer ce combat, ça pourrait aller loin, il pourrait être mis en danger. Donc je crois que la CEDEAO peut bien le faire, mais de façon très réaliste, des avertissements ont été donnés. Nul ne tolérera qu'il y ait une déstabilisation semblable à celle de la Libye, qui a mis la sous-région dans ce que nous savons. En réalité, cette force en attente, en réalité, sans le Mali, sans le Niger, sans le Burkina, c'est vraiment une force en attente très faible, très innocente, militairement. En réalité, il y a deux forces en Afrique de l'Ouest, ça c'est le Nigeria, peut-être, et dans une moindre mesure le Ghana. Et derrière ces deux pays, peut-être il y a le Mali, le Burkina et le Niger. Quand tu enlèves le Mali, le Burkina et le Niger de cette force en attente, je crois que c'est une force en attente très faible. D'accord. M. Keita, quand on écoute les présidents comme Tinibou, Patrick Talon, Macky Sall, Alassane Ouattara, comme on le dit dans le langage vulgaire, hein, Bazoum sera libéré des gré de force. Oui, cette tergiversation-là, c'est le plan, c'est la guerre par procuration que la CEDEAO veut mener. Les gens qui ont détruit la Libye, c'est les mêmes personnes qui sont en train aujourd'hui de pousser la CEDEAO à aller vers cette guerre-là. Mais aujourd'hui, ils font face à la réalité que la population des différents pays aujourd'hui qui veulent engager les soldats dans cette guerre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la CEDEAO est aussi régie par des textes qui condamnent effectivement, qui prévoient ce genre d'action après la surveillance d'un coup d'État? Oui, mais la CEDEAO même est en train de violer les propres legs qu'elle-même s'est donnés. Mon frère vient de le dire tout à l'heure. Pour qu'il y ait une guerre, il faut que ce soit la Commission de l'Union africaine qui l'autorise et que l'ONU donne mandat. Donc, tout ça, c'est prévu. Les mécanismes même, la manière même, ces sanctions-là même sont venues sur le Niger. Nous avons entendu des spécialistes parler un peu partout. Est-ce que ces sanctions-là ont respecté les règles établies par la CEDEAO? Ce n'est pas ça. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est une guerre par procuration pour éviter l'humiliation des Occidentaux et des Américains qui voient très mal aujourd'hui le Niger rejoindre le clan Mali, Burkina, Guinée et de facto, qu'on appelle Niger. Aujourd'hui, il y a 1500 soldats américains qui sont stationnés au Niger, autant soit plus de soldats français. Où ces gens-là vont partir? Les bases-là vont tomber entre les mains de qui? Donc, toutes ces négociations qui sont en train de se faire aujourd'hui, soit c'est pour donner une porte de sortie honorable à ces Occidentaux-là, sinon tout le monde sait que impossible de faire machine arrière. Et aujourd'hui, la vie de Bazoum et de ses compagnons, la CEDEAO, les dirigeants, les gens n'en ont que. Sinon, un régime qui est comme un gouvernement tombé, dont la majeure partie des responsables sont entre les mains des pushistes d'après eux-mêmes. Mais vous allez faire une guerre pour placer qui? À part que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont dans leur camp. Ils vont faire une guerre pour placer qui? Et quelle sera la réaction même de la population nigérienne, même s'il y a une guerre et que soit le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères devient président. Sinon, à mon avis, c'est que le premier jour, ils vont tomber, qu'on appelle, les premières armes vont crépiter, la vie de Bazoum et de ses compagnons vraiment vont... Monsieur Diallo, comment comprendre la position, l'intransigeance du général Tchani face à cette menace de la CEDEAO? Bon, en fait, le général Tchani est très mal placé. Il compte sur quoi? C'est-à-dire, tous les problèmes du Niger, c'est le général Tchani.
Le général Tchani... Le Niger n'est pas seul. Non, je parle du général Tchani. Tu as posé la question sur le général allez-y. Tchani. Le général Tchani est le vrai problème du Niger. Le général Tchani est comptable de tous ces régimes-là. Il est responsable autant que le président qu'il a pris, Bazoum. Et c'est l'homme le plus riche du Niger. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Il est plus riche, l'homme le plus riche du Niger. C'est vous qui le dites. Moi, je le dis et je le confirme. Vous pouvez aussi le voir, vous pouvez vérifier. Il est très riche, ce général-là. Alors, si c'est lui qui s'oppose, il y a eu coup d'État, d'accord, les autres sont là. Mais le général, vraiment, c'est lui qui a amené tous les problèmes. Oui. Et le coup d'État au Niger est condamnable parce que ce n'est pas la bonne personne qui a fait le coup d'État. Donc, c'est ce qui pose problème au niveau du Niger. Comment comprendre cette effervescence de la population du Niger autour du CNSP finalement? Barou, ce n'était pas la bonne personne. Barou, vous êtes journaliste. Je vous pose la question. J'ai dit, vous êtes journaliste qui travaille beaucoup avec des politiques et qui connaissait aussi les sphères politiques. Hein? Si moi je vais aujourd'hui manipuler la population, si j'ai les moyens nécessaires pour le faire, c'est en une journée, je te fais sortir plus de 10 millions de personnes. Et la souveraineté qu'on chante partout. La souveraineté. Il pense que c'est une population manipulée. Alors qu'on parle de souveraineté. Bon, la souveraineté, c'est quoi? Oui. La souveraineté, c'est quoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui veut dire la souveraineté? La souveraineté individuelle ou la souveraineté nationale? Les gens se battent pour leur souveraineté personnelle. Ce n'est pas une question de... Sinon, Diallo, le fond de ma question, c'était de savoir, est-ce que le Niger, le CNSP fera le poids face à la réalité d'une intervention de la CEDEAO, par exemple? J'en venais à votre question. Oui. C'est-à-dire ce que je voulais vous dire, nonobstant ce que le camarade a dit, que la CEDEAO peut mener la guerre, ils l'ont fait ailleurs. Oui. Cette guerre qui est dirigée vers le Niger aujourd'hui, sans le Mali, sans la Guinée, sans le Burkina, si cette guerre-là a lieu, c'est que c'est la guerre des Occidentaux. Sinon, les Africains même ne vont pas faire de la guerre tant que ces pays-là ne sont pas d'accord. Idrissa, dans le sillage de l'activation même de cette force en attente de la CEDEAO, le ministre de la Défense du Niger a fait un déplacement au Mali. Comment vous commentez déjà cet déplacement C'est la logique des choses. Oui. Quand la CEDEAO annonce une guerre, ce sont des chefs d'état-major qui se réunissent. Autant les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent, autant les chefs d'état-major de désormais ce que je vais appeler l'international pushiste se réunissent aussi. Et évidemment, la démonstration a été claire sur tous les niveaux. Ce ministre-là, il est venu à Bamako. Mais après, il est allé à Ouaga. Et en même temps aussi, on a vu Ouaga et Bamako partir à Niamey. Oui. D'où ce que j'avais dit au départ, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, ministre d'État, qui a eu à dire que toutes les sommations de la CEDEAO et les ultimatums ne concernent que les terroristes, pas eux. Parce que de la façon que quand on parle de guerre, on parle de stratégie. Et pour faire une stratégie, il faut être ensemble. Donc non seulement ils affichent qu'ils sont ensemble, ce ne sont pas des paroles, mais en même temps ils se concertent. Parce que les gens oublient, et il faut beaucoup insister sur ça, ces trois pays-là, que j'ai appelé à l'instant l'international socialiste, c'est quand même le G5 Sahel, hein, à voir de près. La Mauritanie est vraiment à côté. Le Tchad a été visible, même si pour moi la CEDEAO a commis une grosse erreur, en mettant quand même le président du Tchad comme envoyé spécial, parce que c'est quelqu'un qui, de par le biais des armes, s'est quand même retrouvé à la tête de l'État. Donc c'est un peu gauche qu'il aille dire à certains aussi qui ont eu le pouvoir quasiment de la même façon, qu'ils puissent laisser. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ces trois pays ont un engagement. Engagement même pour lequel il n'y a jamais eu de réelle motivation, de mobilisation. Le G5 Sahel a aussi été au cœur de divergences. Et quand il y a eu le coup d'État au Niger, ils l'ont dit, qu'en fait, ils comptent relancer l'axe, le corridor militaire entre Bamako, Ouaga et Niamey. Donc, cette visite va dans ce sens. Oui. Ces concertations au sommet vont dans ce sens. Ces concertations aussi, c'est pour peaufiner la stratégie de défense en cas de riposte de la CEDEAO. Est-ce que cette visite s'inscrit dans le fait que Niamey veut aussi dire qu'il a des alliés
Forcément, Niamey a des alliés, mais aujourd'hui, il faut se reconnaître que la CEDEAO est aujourd'hui très affaiblie. Très affaiblie par les coups d'État successifs au Mali, il y en a eu 2, au Burkina et en Guinée-Conakry. Par les coups d'État institutionnels aussi, 3e mandat en Guinée, 3e mandat en Côte d'Ivoire, tentative avortée au Sénégal. Voyez-vous, en réalité, la CEDEAO est aujourd'hui très affaiblie, très divisée aujourd'hui. Donc il va falloir vraiment qu'il y ait des circonstances exceptionnelles pour que cette guerre-là puisse avoir lieu. Et je sais que ça n'aura jamais lieu parce qu'il faut forcément passer par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il faut avoir le mandat des Nations Unies pour pouvoir avoir le mandat des Nations Unies et faire cette guerre-là. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina aussi ont fait une lettre commune pour saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies afin que le dialogue puisse prévoir là plutôt que les armes. Le Mali et le Burkina aussi veulent aussi éviter un scénario Libye bis pour que la zone des 3 frontières ne se désingre et qu'aujourd'hui que les djihadistes, les intégristes puissent aussi profiter de cette situation pour encore envahir ces 3 pays-là aujourd'hui. Et je crois que logiquement, cette guerre n'aura pas lieu, il faut le reconnaître. Mais est-ce que le Niger peut résister au bout par rapport aux sanctions financières et économiques? Ça aussi, c'est une autre question, c'est un autre enjeu. Monsieur Keita, on a entendu le ministre des Affaires étrangères du Mali réaffirmer encore ce jour même que le Mali se retirerait de la CEDEAO si jamais la CEDEAO intervenait militairement au Niger. Oui, c'est une organisation qui est créée pour œuvrer à l'épanouissement des peuples de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas pour les détruire. Donc, faire une guerre contre sa propre population, je le dirais, vraiment, cette organisation n'aura plus de sens. Le Mali, le Niger, le Burkina ont les mêmes problèmes, sont confrontés aux mêmes difficultés. Donc, pour revenir un peu à ta première question, à la question sur le déplacement du ministre, moi je dirais que aujourd'hui, les autorités nigériennes dans leur tête sont orientées vers le futur. Comment lutter contre ce fléau, ces terroristes créés de toutes pièces par la puissance coloniale. Donc, étant donné que nous occupons le même espace, nous avons les mêmes problèmes de développement. Donc, il faut une coopération entre voisins, et que ce soit au niveau militaire, et économique ou au niveau social. Mais dans un premier temps, pour gagner vraiment la guerre économique, il faut qu'il y ait vraiment la sécurité. Donc moi, je mettrais seulement dans ce cadre-là le déplacement du ministre de la Défense ou du chef d'état-major de la le ministre de la Défense au Mali ou au Burkina pour vraiment réaffirmer, pour finir une stratégie de riposte. Non, pas de riposte. Pas de riposte parce que, comme mon frère vient de le dire, ça va être très très difficile, en tout cas pour moi, que vraiment la CEDEAO attaque sans un mandat de l'ONU. Alors que le Niger aujourd'hui, à travers le Mali et le Burkina, on leur a mis aussi dans un même conseil de sécurité qui sera prêt à tout moment à mettre son veto qui est la Russie. Donc pour moi, en tout cas, je ne pense pas que cette guerre aura lieu, mais plutôt ils sont tournés vraiment vers le futur. Comment envisager les choses ensemble pour pouvoir venir à bout de ce fléau et entamer ensemble le chemin du développement. Et l'essor du président Bazoum finalement? Bon, aux dernières nouvelles, il a quand même reçu son médecin. Et c'est clair quand même que si son médecin vient le voir, ça fait près de 2 semaines qu'il est là, son médecin vient le voir, c'est clair que sa santé a pris un coup. C'est clair que son régime alimentaire, il a changé. Donc nous sommes bien d'accord que quand même... Il serait sans électricité. Oui, des sources sans eau. Des sources concordantes l'ont remonté. Oui. Donc déjà même être sans électricité, sans eau, ce n'est pas évident. Et comme on l'a dit quand même, il y a un fait, son médecin est venu le voir, c'est une personne quand même très âgée. Moi, le point sur lequel je voulais rebondir, c'est la Guinée. Parce qu'on parle d'une question militaire, on parle, comme j'ai dit, de l'international putschiste, mais quoi qu'il en soit, la Guinée est dans le jeu. Et je voulais faire une précision. Certains pensent que la Guinée est timide ou fait un double jeu. Non. La Guinée est bien impliquée. Et le président de la Guinée est d'ailleurs venu à Bamako. Il a affiché ses liens avec ses frères d'armes. Mais en fait, c'est juste que, contrairement à Bamako et Ouaga, Conakry n'est pas un pays en guerre. Conakry n'a pas 60, 70%, 80% de son pays occupé. Conakry n'a pas de frontière directe aussi avec... Oui, mais au-delà des frontières directes, au jour le jour, on n'annonce pas des attaques terroristes ça et là. Conakry, plutôt même, le défi est plutôt politico-institutionnel. Parce que là-bas, c'est le CNRD. Le CNRD est venu, oui. Il a pris le pouvoir, mais il s'avère que après quasiment 2 ans aux affaires, ses adversaires, qui sont l'ancien président, le professeur Alpha Condé, et Selou Dalein Diallo,
ont une grosse partie de l'audience et une grosse partie de l'opinion qui arrive malgré tout à mobiliser, à donner de la voix, là-bas. Oui. Sinon, Conakry est bel et bien impliqué. Conakry ne s'est pas retiré et Conakry n'a pas abandonné. Parce qu'une chose reste claire, je théorise, si jamais l'armée est mise en place et l'armée a raison des militaires du Niger, c'est clair que ceux de Bamako, ceux de Ouaga et ceux de Conakry suivront. Donc il est clair qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble, ils ont intérêt à parler de la même voix. Monsieur Diallo, comment sortir Bazoum de cette situation? Bazoum va en sortir difficilement. Puisqu'on parle de la guerre, on ne parle pas de négociations. Donc Bazoum est entre les mains des militaires qui sont menacés. Donc ça va être très difficile. Qui menacerait aussi d'exécuter, le mot est fort. Bon, je ne pense pas. Je ne pense que ça ne peut être que des menaces. Sinon, je ne pense pas qu'il puisse attenter à la vie de Bazoum. Je ne crois pas. Et je pense que Bazoum est aussi réconforté par ce qui s'est passé aujourd'hui. Il paraît que la jeunesse est sortie aujourd'hui aussi pour condamner le coup d'État au Niger. Donc je pense, enfin j'ai vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est de buzz ou je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même... Nous n'avons pas cette information. Bon, moi j'ai vu, en tout cas c'est quand même quelque chose qui peut le motiver, c'est-à-dire qui peut le galvaniser aussi dans sa petite retraite. Voilà. Allez-y, on va faire tourner la parole. Allez-y. Moi je crois que le sort de Bazoum. Bazoum, très honnêtement, à sa place, j'aurais signé la lettre de démission. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'il mette le Niger à danger par rapport à son propre pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, là où on est, ces militaires ne peuvent plus reculer. Ils n'ont même pas intérêt à reculer. Parce que c'est s'envoyer eux-mêmes dans la boucherie. C'est quand même un président démocratiquement élu. Oui, c'est déjà consommé. Ce coup d'État est déjà consommé. N'en déplaise. Bazoum, aujourd'hui, s'il veut vraiment l'intérêt du pays, l'intérêt du Niger, il doit pouvoir démissionner. Et je crois que c'est tout ce que je lui souhaite. Allez-y. Mais avant le coup d'État, Bazoum était confronté à un problème politique. On le dit démocratiquement élu, mais très mal élu. Et son élection a été contestée. Et ses adversaires ont même saisi les instances de la CEDEAO. Sur sa nationalité. Voilà, non, pas sa nationalité d'abord, sur les résultats. L'ancien président, Mamadou Ousmane, avec qui il est parti au deuxième tour, là. Mais ce dernier a revendiqué la victoire. Mamadou Ousmane a revendiqué la victoire. Donc depuis là, c'est un problème. Mais qui n'a pas eu gain de cause au niveau de l'instance de la CEDEAO. Et en deuxième point, Bazoum est un arabe nigérien qui ne représente que 2% de la population. Il est plutôt Touareg. Bon, je dirais arabe, ce que je sais. Il est Touareg. C'est l'actuel premier ministre, lui, est arabe. Mais Bazoum, lui, il est Touareg. Sauf qu'il a été investi par un je le parti sais. Il a été très représentatif quand même. Je l'ai dit au début de mes propos que nous sommes dans une guerre, dans un combat générationnel et nous savons comment ces présidents-là sont mis en place pour défendre les intérêts de ceux qui les mettent en place. Sinon, aujourd'hui, en termes de popularité, Bazoum, il n'en a pas. Et donc, s'il est vraiment, comme le dit mon frère, il veut vraiment son propre intérêt, l'intérêt du peuple nigérien, ça, c'est accepter la réalité et vraiment se retirer. Allez-y. 3 choses rapidement. Tout d'abord... 2 choses. Il n'y a jamais 203. D'abord, en fait, pourquoi les présidents ne veulent pas signer? Un coup d'État en soi, c'est une humiliation. On est déposé, on est déchu. C'est une humiliation. Et évidemment, on se dit toujours qu'il y a de l'espoir. C'est pour ça que certains mettent du temps avant de signer. Ensuite, je voudrais dire à M. Diallo d'être très regardant. Il a dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a vu. Qu'il vérifie toujours. Non, c'est le conditionnel. Quand j'ai dit réseaux sociaux, c'est au conditionnel. Qu'il soit certain. Parce que vous savez, on est dans un contexte de guerre de communication. C'est pourquoi j'ai dit c'est au conditionnel. On est dans un contexte où n'importe quoi fuse. Il faut vraiment être sûr. Non, sauf que les activités des partis politiques sont suspendues au Niger. Ça, nous le savons. Voilà, je tenais à ce qu'il soit vraiment sûr de ce qu'il a avant d'avancer un argument. Donc, pour moi, c'est clair que le coup d'État semble être consommé, mais reste que quand même la CEDEAO, comme je vous l'ai dit, elle allie la carotte et le bâton. Donc on attend de voir la suite des poursuites. C'est pour dire aux camarades que moi je suis communicateur comme lui. Je sais ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit est très clair. J'ai dit que j'aurais vu dans les réseaux sociaux. Donc c'est au conditionnel. Je n'ai pas dit que c'était une réalité. Mais
En tout état de cause, allez-y. Quelles que soient les circonstances, Bazoum aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est courageux. Sinon, si c'était une autre personne, il a carrément démissionné. On a vu des présidents qui ont démissionné. Être mal élu. Vous saluez déjà son courage? Non, absolument. Absolument. Être mal élu, c'est un peu partout en Afrique. Tous les présidents qui sont élus, même en Europe, il y a des contestations un peu partout. Quand un président est élu, l'autre conteste constamment. Aux États-Unis, en France, partout. 30 secondes, allez-y. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, je l'ai dit, je l'ai redit, ce coup d'État est consommé. Maintenant, moi, je suis parfaitement d'accord que le Mali, le Burkina puissent soutenir la population nigérienne, les soutenir nigériens par rapport à la non-applicabilité des sanctions économiques et financières, tout. Mais je ne souhaiterais pas quand même que mon pays puisse s'engager dans cette guerre-là. Et au risque, parce que tout simplement, on a beaucoup à faire ici, à notre niveau ici. Ça a commencé aujourd'hui par Ber. D'autres emprises aussi seront aussi convoitées par nos forces armées de sécurité. On a beaucoup à faire au Mali ici, plutôt que de s'aventurer dans une autre guerre. Oui, la destruction du Niger va encore accroître nos difficultés, nos problèmes. Donc, moi, je salue vraiment les soutiens maliens pour la prise de position. S'il y a une guerre à faire, que le Mali y participe, parce que un Niger détruit, c'est le déversement vraiment de toute la population et des racailles, comme le dit l'autre, des djihadistes qui vont encore revenir chez nous. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et je demande à la population nigérienne vraiment d'être résilient. Nous l'avons fait au Mali ici. C'est une guerre de génération, c'est une guerre pour reconquérir nos terres. Et il faut lutter. Et au bout de la lutte, il y aura la victoire. Mes 30 dernières secondes de ce numéro, je les dédie au contexte actuel, rapidement. Tout d'abord, la presse malienne vient de perdre un confrère. Yaya Koulibaly, Yaskoul. Je voulais vraiment présenter mes condoléances. Je vous ai même vu, M. Barou, aux obsèques. Je voulais présenter mes condoléances et à lui et à toute la presse. Ensuite, nous sommes dans la semaine de la Côte d'Ivoire, on va dire. Dernièrement, ils ont fêté le 63e anniversaire. Un pays où le président Bédié, il est décédé. Et le jour aussi de cette émission, c'est l'an 4 du décès de Didier Arafat. Donc je voulais vraiment présenter mes condoléances à toutes les personnes qui sont avec ces personnes-là, biologiques, fans et camarades politiques. Et je vous remercie encore pour cette invitation. Merci bien. Allez-y. Barou, mes 30 secondes sont dédiées à nos camarades. Je remercie tous ceux qui sont là, nos co-débatteurs, vous-même, nos téléspectateurs. Et inciter nos dirigeants maliens à œuvrer pour trouver une solution au niveau du Niger. Il faut trouver une solution plutôt que la guerre, parce que la guerre n'arrange personne. S'il y a la guerre, c'est l'effondrement de l'Afrique de l'Ouest. Cette guerre-là, il ne faut pas qu'elle ait lieu. D'accord. Voilà, merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait comme invité M. Idrissa Keïta, journaliste consultant Abdallah Yatara du parti Yelema, Chegna Keïta, président du mouvement GPS Kenyereye, et M. Aboubakar Diallo, président du regroupement des partis non alignés. En tout cas, nous présentons toutes nos condoléances à la famille de M. Yaya Koulibaly, journaliste. Au revoir.